Bonjour et merci pour votre fidélité. La 75e édition de l'Orthodoxie ici et maintenant est consacrée aujourd'hui à la figure de l'ancien archevêque orthodoxe russe de Belgique, Monseigneur Basile Krivosheïn, décédé en 1985. Né en 1900, Vsevolod Krivosheïn est unanimement considéré comme le pionnier du renouveau patristique dans l'Église orthodoxe, avec ses travaux sur les saints Grégoire Palamas et Siméon le Nouveau Théologien. Un ouvrage essentiel sur sa vie et son œuvre vient d'être publié aux éditions Cerf par le père Serge Model de l'archevêché russe de Belgique. Pour parler de ce moine du mont Athos, qui côtoya d'illustres personnalités orthodoxes et catholiques comme les métropolites Nicodim Rotov et Antoine Blum ou encore le pape Jean-Paul II, je reçois le père Alexandre Signakov, recteur du séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénart. Puis en fin d'émission, nous irons sur les terres du séminaire orthodoxe russe d'Épinay à la rencontre de quelques locataires insolites des lieux qui eux aussi accourent au son du carillon des belles cloches du séminaire vers le sanctuaire du Seigneur. Mais d'abord, les nouvelles du monde orthodoxe avec notre journal de l'orthodoxie. Istanbul. Réunion du 6 au 9 octobre du Saint-Synode du Patriarcat œcuménique de Constantinople. Délocalisé cette fois-ci du siège du patriarcat au Phanar, en raison du Covid, vers le monastère de la Sainte-Marie de la Source, à Istanbul, sous la présidence du patriarche Bartholomé, qui accueillait à cette occasion le métropolite Macaire d'Australie. Sa sainteté devait poser en Autriche la première pierre du premier monastère orthodoxe dans ce pays, posée finalement par le métropolite Arsenios de Vienne. Alexandrie, célébration le 9 octobre dernier du 16e anniversaire de l'élévation du patriarche Théodore au trône du patriarcat d'Alexandrie et de toute l'Afrique. Patriarcat d'Antioche, rencontre au monastère Saint-Georges al-Humaira en Syrie du patriarche Jean X avec les étudiants en théologie du patriarcat. Le patriarche Jean a accueilli au siège du patriarcat à Balamande le ministre de l'Intérieur albanais à la tête d'une délégation. Il a procédé à la désignation de l'archimandrite Jacques Khalil comme nouveau doyen de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Jean-Damascène de Balamand et du docteur Michel Abs du patriarcat orthodoxe d'Antioche comme nouveau secrétaire général du Conseil des églises du Moyen-Orient. Le patriarche Jean avait reçu le patriarche grec-catholique Joseph, puis l'archimandrite Philippe, desservant l'église russe à Beyrouth. Il a ordonné prêtre le protodiacre du patriarcat, Meletios Shatahi, et l'a élevé à la dignité d'archimandrite. Moscou, le ministre Lavrov des Affaires étrangères russe, honoré par le patriarche Kirill de Moscou pour son rôle dans la préservation de la paix dans les relations internationales et pour la coopération avec l'Église orthodoxe russe. Russie toujours, les académies de théologie de Moscou et de Saint-Pétersbourg ont établi pour la première fois un programme d'enseignement à distance en raison de la pandémie du Covid. En Roumanie, célébration le 30 septembre dernier du 13e anniversaire de l'élévation du patriarche Daniel au trône du patriarcat de Roumanie. À Athènes, l'archevêque Jérôme d'Athènes et de toute la Grèce a présidé un office de prière pour la sanctification de l'ouverture de la session législative au Parlement grec en présence de la présidente de la Chambre et d'une soixantaine de députés. À noter que la séance élargie du synode de l'Église de Grèce a été reportée en raison du Covid. Bulgarie, un important centre de recherche portant sur l'action missionnaire des saints Cyril et Méthode, évangélisateur des Slaves, a été ouvert dans l'Académie des sciences de Sofia. À Chypre, visite de la présidente de la Grèce, le 21 septembre dernier à Chypre. Elle a été accueillie par l'archevêque Chrysostome. États-Unis, signature à la Maison-Blanche, début septembre, d'un accord entre la Serbie et le Kosovo pour des échanges et de coopération économique, le Kosovo s'engageant aussi à préserver et à protéger les sites orthodoxes serbes au Kosovo. À Paris, participation du métropolite Emmanuel de France, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, à une prière commune à l'occasion de la saison de la création. La cérémonie organisée par le Conseil d'Église chrétienne en France, le CCF, a eu lieu le 29 septembre au siège de la Conférence des évêques de France. Paris toujours, décès de l'archiprêtre Nicolas Xénos de la métropole grecque de France. France, la rentrée académique de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge a eu lieu le 26 septembre. La fête du monastère Saint-Silouane, près du Mans, a eu lieu le 24 septembre et a été présidée par Monseigneur Siméon de Modiedovo avec la participation de Monseigneur Élisée de Riotov de l'archevêché russe de la rue d'Aru.
Le discours académique à la séance solennelle de l'Institut Saint-Serge a été prononcé cette année par le professeur Julia Vidovic sur le thème « L'Église chrétienne peut-elle encore contribuer au monde du soin ?» À Berne, 11e édition du congrès du mouvement Nepsis du diocèse orthodoxe roumain d'Europe occidentale et méridionale du 25 au 27 septembre. À Châtenay-Malabry, célébration des 90 ans du père Michel Evdokimov, une des figures marquantes de l'orthodoxie en France et ancien secrétaire de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Publication « J'ai frappé le rocher et les eaux ont coulé » du métropolite Stéphanos de Tallinn et de Jean-François Jolivat aux éditions Cerf. La vulnérabilité ou la force oubliée de Bertrand Vergely, chargé de cours à l'Institut Saint-Serge aux éditions Le Passeur. L'ère de la calomnie, une histoire de la diffamation, un excellent ouvrage de Hervé Lehmann aux éditions Cerf. Et tout de suite, notre entretien. Je suis né avec le siècle, aurait pu dire en 1900 Vsevolod Krivoshéine, devenu archevêque Basile, l'un des 5 fils d'Alexandre Krivoshéine, un des ministres du tsar Nicolas II. En 1917, à 17 ans, il a été un témoin de premier plan de la révolution bolchevique. Il s'engage alors auprès des Russes blancs. Puis, ce fut l'exil en France en 1920. Et après un pèlerinage à la Sainte-Montagne, l'appel en 1924 du Mont Athos. Il y restera pratiquement 22 ans avant d'être appelé à des fonctions pastorales à Oxford en 1951. Évêque vicaire en 1959, il devint en 1960 l'archevêque de Belgique et ses dépendances du patriarcat de Moscou, jusqu'à sa mort en 1985. Épiscopat très riche et chargé, côtoyant des personnalités illustres, orthodoxes comme les métropolites Nicodim Rotov et Antoine Blum, et d'autres évêques de la diaspora russe en France, mais aussi des illustres catholiques comme le pape Jean-Paul II, évêque théologien qui a traversé le XXe siècle et ses convulsions meurtrières. Monseigneur Basile fut incontestablement un des prélats les plus marquants de l'Église orthodoxe russe au XXe siècle, l'homme de la mémoire des deux mondes, des deux moitiés du XXe siècle et à cheval entre l'Orient et l'Occident. Russe et citoyen du monde, toujours en alerte avec discernement. Évêque pasteur aussi, mais chercheur et méthodique et exigeant. Il a été aussi et surtout un archéologue de la patrologie, considéré comme le pionnier du renouveau patristique contemporain de la théologie orthodoxe. Il fut un des premiers à avoir, dès les années 30, de sa bibliothèque au Mont Athos, mis en lumière les écrits et pensées de saint Grégoire Palamas, mais aussi excavant les écrits de saint Siméon le nouveau théologien et offrant de belles pages de sa mystique à toute l'Église. Occidental, mais très fidèle à la Russie et à son Église pendant la période soviétique. Il fut une des voix libres de ceux qui ne pouvaient pas avoir de voix. Au niveau des publications, on retiendra 2 livres que les éditions du Cerf lui ont consacrés. Dieu, l'homme, l'Église, et puis Mémoire des deux mondes, de la Révolution à l'Église captive. Je vous conseille également l'ouvrage particulièrement complet que vient de lui consacrer aux éditions Cerf le père Serge Model, de l'archevêché russe de Belgique. Enfin, il existe un site internet très bien ordonné et documenté que son neveu Nikita Krivoshéine et son épouse Xenia lui ont consacré. Pour parler de cette grande figure de l'orthodoxie, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le père Alexandre Siniakov, qui, à l'instar de Monseigneur Basile, est à cheval au sens propre et au sens figuré entre deux mondes, et qui en fait une très belle et riche synthèse en étant recteur du séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénat. Père Alexandre, bonjour. Bonjour, Carole. Alors, c'est une personnalité vraiment très, très en couleur, fils d'un ministre du tsar. Il bataille auprès aussi, je dirais, des Russes blancs pendant la révolution bolchevique. Il est aux premières loges, quelque part. Il émigre à Paris. Il fait des études de grec pendant 4 ans à la Sorbonne. Puis, en fait, c'est l'appel du Mont Athos. Il part 22 ans au Mont Athos. Il revient faire des études de patrologie à Oxford. Oui. Par la suite, archevêque. C'est qui, Monseigneur Basile ? Oui, c'est vrai que c'est une des plus belles figures de la communauté orthodoxe en Europe occidentale. J'ai passé 3 ans en Belgique à faire des études à l'université de Louvain, en co-tutelle avec la Sorbonne. Et je me souviens qu'à l'université de Louvain, chaque fois que je côtoyais des spécialistes de la patristique, la première figure dont il se souvenait, c'était Monseigneur Basile Krivoshéine. Donc il me disait « Vous êtes orthodoxe ?»« Ah, mais comme Monseigneur Basile, vous savez que nous l'avons connu. Il était chez nous ici à Louvain, il a participé effectivement à de nombreux colloques,
il a donné des cours et donc on l'a retenu vraiment comme une des plus grandes figures de l'orthodoxie en Belgique. Et en France également, il a eu un très grand rayonnement, en Angleterre aussi. Et puis c'est vrai que son destin est absolument exceptionnel. C'est remarquable. Et puis c'est ce livre en fait que le père Serge Model fait, qui est excessivement complet et qui est une première en français, parce qu'en fait il regroupe pratiquement, je dirais, à la fois la vie, l'œuvre et puis les publications. Il est pratiquement très très complet et puis en fait il montre combien la pensée et l'activité de Monseigneur Basile était très, très, je dirais, féconde à plusieurs niveaux. Il y a 4 pages de publications dans différents sujets de l'Église. Alors, il est divisé en trois parties. La première partie, c'est un hiérarque théologien. Deuxième partie, la lecture des pères. Et puis, sa théologie à lui. Donc, il montre le père Serge. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur l'activité de cet hiérarque théologien? Est-ce que l'évêque doit être théologien en même temps? Je veux dire, ça vaut mieux, oui. Ça vaut mieux. Ça vaut mieux. Il doit vivre la théologie. Oui, et Monseigneur Basile l'a effectivement très bien mis en pratique, un peu à la manière des pères de l'Église, du premier millénaire, de ceux que nous considérons comme l'âge d'or de l'Église. Et Monseigneur Basile en a été un peu la réincarnation, si j'ose dire. Il a su à la fois être un évêque sur le terrain. Il avait un petit diocèse, cela dit, donc c'était relativement facile pour lui. Et surtout, quand il est arrivé en Belgique, il y avait très peu de communautés. Lui, il en a créé un certain nombre et qui, aujourd'hui, sont très dynamiques. Et par ailleurs, il a été un évêque profondément érudit, vivant de la spiritualité et de l'ascèse des pères de l'Église, profondément empreint par l'expérience monastique du mont Athos. Il a été touché par la grâce de la librairie de Saint-Pantaleimon, en fait, oui. Là où il était. Et par ailleurs, très engagé aussi dans le dialogue à la fois avec le monde séculier, notamment universitaire, tous ceux qui s'intéressaient, mais sans avoir forcément la pratique de la foi chrétienne, qui s'intéressaient à l'héritage du christianisme, et d'autre part aussi avec le monde non orthodoxe, parce que Monseigneur Basile était très engagé à des différents niveaux, au dialogue écuménique d'une part, et puis au dialogue interorthodoxe d'autre part. Donc c'était vraiment un évêque polyvalent. Très bien reçu, je dirais, et bien entendu, je dirais, oui, bien écouté du côté catholique et du côté protestant. Je veux dire, il a su dresser des ponts. Tout à fait, oui. Son érudition, et puis sa franchise. C'est quelqu'un qui parlait de manière très droite, très franche, mais en même temps avec beaucoup de respect à l'égard de ses interlocuteurs, même ceux qui ne partageaient pas ses convictions. Et à ce niveau-là, dans sa manière de mener le dialogue théologique avec les non-orthodoxes ou avec le monde séculier, il me rappelle beaucoup une autre grande figure théologique aussi du XXe siècle orthodoxe, c'est Vladimir Lossky. Pareil, tout en étant extrêmement orthodoxe, très fidèle à la tradition de l'Église d'Orient dans sa propre théologie, il était en même temps très ouvert au dialogue et à la découverte de l'expérience des chrétiens occidentaux. C'est en même temps, je dirais, la diaconie à la fois de l'amour et de la vérité. Oui. En fait, qui doit aller de pair. Je veux dire, il n'y a pas de compromission possible. Je veux dire. Il n'y avait aucune compromission. L'une nourrit l'autre. Voilà, mais il n'y avait en même temps aucun mépris, aucun dédain à l'égard des autres. Donc là, c'est vraiment, au XXe siècle, nous avons eu plusieurs personnalités de théologiens qui ont su réconcilier de manière harmonieuse ces deux exigences. En fait, il avait le souci, à la fois, c'est la deuxième, je dirais, grande caractéristique de cette figure un peu épiscopale, c'est la lecture des pères. Comme vous l'avez dit, en fait, il était très nourri. Et très tôt, en 1936, en fait, il sort je veux dire, une étude pratiquement très complète en fait sur Saint Grégoire Palamas. Oui. Et par la suite, il travaille sur Saint Simeon, le nouveau théologien. Mais sur Palamas, il a été précurseur quelque part vis-à-vis à la fois du monde orthodoxe, je dirais à cette époque-là, un peu compliqué, des années 30, mais aussi vis-à-vis du monde catholique, qui reprend aussi Palamas et découvre là aussi un pan, je dirais, de la théologie orthodoxe qui est très importante. Tout à fait, oui. Et encore plus à l'égard de la figure spirituelle de Saint Simeon, le nouveau théologien. Absolument. Parce que c'est vraiment Monseigneur Basile qui, grâce à ses travaux, l'a fait redécouvrir en Russie, il a au public russophone. Oui, il l'a presque remis à l'ordre du jour. Et puis aussi au public occidental, parce qu'il a publié les éditions critiques et les traductions avec d'excellentes introductions
de certaines œuvres de Simeon le Nouveau Théologien dans la collection des sources chrétiennes. Aux éditions du Cerf, en le rendant aussi disponible au public occidental. Moi, par exemple, jusqu'à présent, ce que j'ai lu de Saint Simeon le Nouveau Théologien, ce sont principalement les éditions avec les commentaires de Monseigneur Basile. Alors, le père Alexandre Schmemann, en fait, disait de lui que c'est l'évêque cultivé idéal. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis tout à fait d'accord. Oui. C'est une belle formule, en fait. C'est pour moi vraiment l'idéal d'un évêque à la fois pasteur sur le terrain, moine ascète. Pasteur aimé. Pasteur aimé, oui. Aimé et ouvert. De moine ascète avec une vie extrêmement sobre et simple, et de théologien extrêmement érudit, très ouvert au dialogue et très fidèle à la tradition. Alors, il a côtoyé par exemple la belle figure du métropolite Nicodème, Rotov, et puis Monseigneur Antoine Blum aussi. À l'égard duquel il a d'ailleurs été assez critique. Oui, absolument, tout à fait, tout à fait. Mais c'est des grandes personnalités quand même qui ont dominé un peu les années 40, 50 et 60. Oui. Monseigneur Antoine Blum aussi dit de très belles paroles sur lui. Ce qui est intéressant aussi, c'est, et on l'a dit lorsqu'il y a eu en fait des discussions sur la préparation du concile panorthodoxe, il avait aussi une vision, je dirais, de l'ecclésialité de ce concile. Et d'ailleurs, il disait en fait que ce qu'il fallait convoquer un concile œcuménique pour lui, et non pas un concile orthodoxe ou panorthodoxe en tant que tel. Mais il y a eu cette fameuse lettre qu'il avait écrite à la demande du métropolite Juvénal en 1975, qui est pratiquement très prémonitoire sur ce qui allait arriver après, sur le concile en fait de Crète. Qu'est-ce que ça vous dit un peu Monseigneur Basile, comme d'ailleurs un certain nombre d'autres contemporains, était très soucieux de rendre l'Église orthodoxe en Occident vraiment présente dans tous les sens du terme en Occident et non pas comme visible et lisible. Voilà, visible et lisible, parce qu'il a été notamment comme évêque, il a été à l'origine de la création d'un certain nombre de communautés à Bruxelles et dans d'autres parties de la Belgique, de communautés francophones, et certaines d'ailleurs suivant non seulement le calendrier occidental liturgique pour les fêtes fixes, mais aussi la pascalie et le calendrier pascal occidental, c'est-à-dire il voulait vraiment rendre l'orthodoxie accessible et disponible pour un occidental. Et il souhaitait l'inculturer vraiment dans le monde de l'Europe occidentale sans aucunement trahir la tradition patristique orientale. Et pour lui, c'est évident qu'il cherchait à contribuer à la création d'une véritable Église orthodoxe en Europe occidentale, unifiée de manière suprajuridictionnelle, et puis aussi avec une vision à l'égard des autres chrétiens plus tard, d'une manière dont Dieu sait, mais grâce aux efforts de tous et dans la fidélité à la tradition, retrouver aussi autant que possible l'unité avec les autres chrétiens. Donc cette vision-là, il a traversé toute sa vie et son ministère aussi. Ouais, ça rejoint beaucoup un peu toute cette œuvre patristique en fait, de renouveau de la patrologie qu'il a travaillé, parce qu'il disait souvent que le plus important, c'est pas uniquement en fait la lecture des pères, mais l'actualisation aussi des pères dans notre vécu. Donc en fait, il avait le souci à la fois, je dirais, de l'histoire, de ce qu'on a reçu comme dépôt, mais aussi de son actualisation dans le monde d'aujourd'hui. Tout à fait, oui. Mais il savait être rude aussi parfois et très critique vis-à-vis de ses propres essences ecclésiales, et vous l'avez mentionné tout à l'heure. Là aussi, c'est dans son ministère, en quelque sorte, de témoignage à la vérité. Il pouvait être critique, mais tout en gardant le respect pour la personne et pour son ministère. Et alors, paradoxalement, avec cette vision ecclésiologique, et notamment de l'avenir de l'orthodoxie en Europe occidentale, il est resté toujours fidèle au patriarcat de Moscou, ce qui était le cas à l'époque d'une minorité d'évêques et de prêtres et de fidèles vivant en France, en Belgique et en Angleterre. Alors lui, il a choisi de rester fidèle au patriarcat de Moscou, alors même que le patriarcat était à l'époque dominé par ses surveillances des autorités soviétiques, dont lui-même et toute sa famille avaient beaucoup souffert. Et ce choix est aussi un peu très étonnant et très révélateur de la personnalité de Monseigneur Basile. Il a été critiqué par ceux qui le jugeaient un peu trop rouge dans son choix
canonique. Il a été critiqué du côté russe d'avoir été un peu trop pro-occidental ou trop ouvert au dialogue avec le monde non orthodoxe. Donc il a des deux côtés été critiqué, mais ça ne l'a jamais atteint. C'est le propre de celui qui vit entre deux mondes, quelque part, et qui veut les concilier et les réconcilier, quelque part. Oui. C'était un peu son œuvre. C'était un peu son œuvre, parce que c'est vrai qu'en Russie, certains ont eu de la méfiance à son égard. En Europe occidentale, on s'est méfié de lui parce qu'il était de l'Église soviétique. Donc il était vraiment entre les deux mondes, mais en réalité, c'était un excellent trait d'union entre les deux. Il a une actualité aujourd'hui en Russie, autour de sa personne, de ses écrits, de ses travaux? Alors aujourd'hui, il est mieux connu et plus aimé qu'il y a 20 ans, mais je pense qu'il y a encore de la marge, il faut qu'il le soit davantage. Et c'est son neveu Nikita Krivosheïn avec sa femme Ksenia font d'ailleurs beaucoup pour faire connaître, et puis le père Serge Model font beaucoup pour le faire connaître au public russophone. Et je pense que ça viendra, il sera encore plus connu, ses œuvres sont rééditées, elles sont diffusées. Et donc je pense que dans les décennies qui viennent, Monseigneur Basile jouera un rôle très important pour l'évolution de la théologie et de la vie spirituelle en Russie. Très bien. Merci beaucoup, Père Alexandre. Donc, je recommande en fait la lecture de ce livre, en fait, du Père Serge Model, qui vit en Belgique et qui aurait pu être avec nous, mais à cause des situations, et donc qui a recommandé que Père Alexandre soit vraiment le porte-parole, je dirais, de la promotion de son livre, quelque part, mais qui reprend toute la vie et toute l'œuvre, je dirais, de cette figure qui est emblématique. On en trouve très peu, des gens qui ont vécu un peu entre deux mondes. Et je pense que c'est des gens comme Monseigneur Antoine Blum, etc., qui ont connu à la fois la Russie, qui était très enracinée, très fidèle, mais en même temps qui vivent l'Occident dans la réalité. Et je pense qu'il a été un peu un témoin, non? C'est ça un peu l'essence un peu de sa vie. Oui, et en même temps aussi un témoin de dialogue et d'unité entre les orthodoxes, parce qu'il était aussi extrêmement amoureux de la tradition de l'Église grecque. Grecque, bien sûr. Donc il maîtrisait la langue grecque parfaitement. Il maîtrisait la langue grecque parfaitement. Au Mointos, il a côtoyé des moines hellénophones, et puis d'autres traditions orthodoxes aussi, parce que c'est très universel là-bas. Donc c'était aussi un prophète de l'unité entre orthodoxes également. C'est ça. Merci beaucoup, Père Alexandre, d'être venu. Merci, Carole. Et moi, je vous laisse maintenant avec une courte vidéo réalisée par notre cher ami Alexei Wozniuk, séminariste orthodoxe, réalisateur en ces temps perdus, un homme discret, aimable et talentueux qui nous amène avec son excellent talent sur les terres du séminaire orthodoxe russe d'Épinay, sous Sénart, à la rencontre de quelques locataires insolites des lieux, qui eux aussi accourent au son du carillon des belles cloches du séminaire vers le sanctuaire du Seigneur. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.